Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire, donc les lundis du CEP. Donc avant de démarrer, je vous propose quelques rappels de règles et de consignes. Donc nous sommes sur un moyen, un support, on va dire, qui ne vous permet pas de prendre la parole oralement. Mais vous avez la possibilité, par contre, de nous poser vos questions via l'onglet questions, qui se trouve normalement sur votre droite. Et nous ferons nécessaire, bien sûr, pour y répondre, sachant aussi que vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent et ça permet, en fait, en cliquant dessus, de les faire monter. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver, donc bonjour tout le monde. Donc, vous êtes connectés sur le webinaire qui s'appelle les lundis du CEP et qui est destiné, en fait, qui sont destinés aux salariés et aux indépendants et qui vous permettent, de façon hebdomadaire, de pouvoir échanger avec nous sur les différentes thématiques, en fait, de l'évolution professionnelle, avec des replays qui sont disponibles. Vous avez l'adresse en fait qui vous est notée à l'écran. Donc, vous avez la possibilité ici de revoir le programme complet et les replays sur cette adresse-là. Donc, ce sont des webinaires qui sont 100% gratuits. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne en fait les dispositifs de financement, voire les dispositifs de moyens d'accès. Je vais élargir un petit peu parce que dans le lot, on va traiter aussi d'un dispositif qui n'est pas forcément un dispositif de financement. Donc, les dispositifs qui permettent d'accéder ou de financer, en fait, la formation professionnelle continue. Donc, je suis moi-même Carole Delampugnani, donc je m'occupe, en fait, de gérer le conseil en évolution professionnelle sur le plan régional et sur la région PACA, notamment, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis accompagnée aujourd'hui pour animer ce webinaire d'Annabelle Brunto, à qui je laisse la parole pour se présenter. Merci Carole, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi je suis responsable de développement, notamment sur le CEP, donc Conseil en évolution professionnelle en PACA. Ça fait beaucoup de sigles, mais vous allez voir, vous allez vous y repérer à la fin de ce webinaire. Alors, on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous parler des leviers aujourd'hui qui existent et qui permettent à un salarié de pouvoir évoluer ou se reconvertir professionnellement. Et parmi ces leviers, en fait, il faut distinguer ceux qui sont à l'initiative de l'employeur. Donc, ça veut dire que seulement l'employeur peut en fait les mobiliser, ou de ceux qui peuvent être mobilisés d'un commun accord ou encore uniquement à votre initiative. Donc, on a fait le choix de les balayer lors de ce webinaire. On n'ira pas dans le détail de tous, vous imaginez bien, parce qu'en 1 heure, on n'aura pas le temps, il nous faudrait la journée. Donc, en fait, on va aborder le plan de développement des compétences, les questions de dotation volontaire, principalement aujourd'hui, transition collective aussi. On va vous parler de la différence entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage et PROA. Et on va aussi zoomer sur le compte personnel de formation, les projets de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire et 3 autres actions de formation qui peuvent être mobilisées aussi comme le bilan, la VAE et CLEA. Et on va bien sûr aussi vous expliquer ce qu'est le conseil en évolution professionnelle et l'intérêt finalement de mobiliser ce service dans le cadre d'un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Alors, on va commencer par les leviers qui sont à l'initiative de l'employeur. Annabelle, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est concrètement le plan de développement des compétences ? Oui, je vais essayer en quelques mots de vous donner un petit peu quelques billes sur le plan de développement des compétences et de son d'où petit surnom le PDC. Donc, c'est bien quelque chose qui est à la main de l'employeur et qui permet à l'entreprise de proposer à ses salariés de se former, que ce soit sur des formations obligatoires ou non obligatoires, mais également d'aller sur d'autres dispositifs sur lesquels on reviendra tout à l'heure, type les bilans de compétences, les validations d'acquis par l'expérience, toute action de lutte contre l'illettrisme, la certification CLEA, etc.
En termes de modalités, c'est plutôt à la carte. Ça peut être en situation de travail, notamment via la FEST, mais également en présentiel ou en distanciel. Ça peut être en externe auprès d'un autre organisme de formation, sur temps de travail ou hors temps de travail. C'est vraiment l'idée de pouvoir trouver ce qui est le plus confortable, que ce soit pour vous ou également du point de vue de l'organisation de l'entreprise. Pendant que vous êtes en formation, vous, salariés, vous gardez bien le statut de salarié et vous continuez à être rémunéré, à moins que la formation que vous ayez décidé de choisir soit hors temps de travail. Et au même titre que vous gardez votre statut salarié, vous conservez également tout ce qui est protection sociale, etc. Il faut savoir que pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement sur leur plan de la part des OPCO. Les OPCO, donc c'est anciennement les OPCA. OPCO, ça signifie opérateur de compétences. Ils ont différentes missions, dont celle de travailler sur la formation des salariés avec les entreprises. Ça peut être également de promouvoir des secteurs d'activité qui le représentent, etc. Il faut savoir qu'il y a 11 OPCO et ils sont dispatchés en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Mais vous, en tant que salarié, vous n'êtes pas en contact direct avec l'entreprise. Là, on vous explique un petit peu l'envers du décor, mais dans votre pratique de tous les jours, enfin en tout cas, si demain vous avez un besoin de formation, votre contact sur le plan de développement des compétences, c'est bien votre entreprise. Je pense voilà, une image. Carole, tu avais une question? J'en profite parce qu'il y a une question, là, j'ai vu dans le chat. Alors, si j'ai bien compris, le plan de développement des compétences, c'est plutôt réservé aux personnes qui sont salariées. Oui. Bon, ceci étant, dans la présentation qu'on va faire aujourd'hui, il va y avoir des dispositifs qui vont pouvoir être mobilisés aussi par l'auto-entreprise. Donc, restez avec nous, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas salarié. Hein, ça, c'est pour répondre à la question du chat. Et du coup, de façon concrète, si je veux mobiliser ce PDC, je m'y prends comment? On se tourne vers son entreprise, donc généralement, en fonction de comment c'est organisé en interne, c'est très, très souvent le service RH. Donc, soit vous avez des personnes qui sont chargées de formation, responsables de formation, ou simplement la RH qui saura vous réorienter en interne vers le bon interlocuteur. Mais retournez-vous vers vos RH, ils sauront vous dire ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a exactement derrière ce plan de développement des compétences, puisque chaque entreprise est libre de flécher plus telle ou telle formation ou tel secteur de formation pour ses salariés. Merci. Et du coup, si on ne peut pas mobiliser le plan de développement des compétences, est-ce que l'entreprise peut utiliser quel autre type de levier l'employeur peut utiliser et quel lien du coup entre l'entreprise et le compte personnel de formation? Alors, il y a plusieurs autres dispositifs qui existent au-delà du plan de développement des compétences. Là, si on zoome plus spécifiquement sur le CPF, mon compte personnel de formation, dont vous avez tous très certainement déjà entendu parler, il y a la possibilité, même si le CPF, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, sur exactement comment est-ce qu'il fonctionne, sur quelle formation, quelle alimentation, etc. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais vous dire que le lien avec l'entreprise, c'est que les employeurs, sous certaines conditions, peuvent faire ce qu'on appelle une dotation volontaire, c'est-à-dire ils peuvent verser le montant de leur choix sur votre CPF sans forcément prendre en compte le plafond, puisque en temps normal, le CPF est plafonné à 5 000 ou 8 000 euros, on reviendra dessus tout à l'heure, hein. Mais lorsque l'employeur fait une dotation volontaire, on ne prend pas en compte ce plafond, donc on peut dépasser, et du coup, ça permet à votre employeur de participer financièrement à votre projet dans le cas où votre projet ne rentrerait pas dans le plan de développement des compétences, et également de pouvoir soutenir vos projets, vous inciter à vous former. Super, donc plan de développement des compétences, dotation, il me semble qu'il y en a un autre aussi, mais qui est assez récent. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait il a été créé, ce transition collective?
Tout à fait, transition collective, donc de son petit nom cette fois-ci, Transco, a été créé en janvier 2021, donc on a fêté ses 1 an. Il a été créé dans le cadre du plan de France Relance et suite finalement aux impacts de la crise sanitaire. En tout cas, ça a été un élément déclencheur. Aujourd'hui, il concerne toutes les entreprises donc, qui ont été impactées par la crise sanitaire, mais également qui sont en mutation sectorielle ou en baisse d'activité durable. Et d'un autre côté, les entreprises qui ont des besoins de recrutement sur des métiers porteurs. Donc, dans chacune des régions, vous avez des listes de métiers porteurs qui ont été définis, qui vous permettent de savoir si vous souhaitez vous reconvertir effectivement vers un métier porteur ou vers un métier qui est un petit peu moins porteur. On est sur l'essence du dispositif, c'est vraiment de répondre aux mutations économiques, que ce soit en lien avec la crise sanitaire, la conjoncture économique, le changement climatique, etc. De répondre aux besoins en recrutement et de répondre aux besoins en formation. Donc, on met tout ça dans un petit pot, on secoue, il en ressort Transco qui permet de financer les frais pédagogiques pour une reconversion. Donc, on est bien sur une reconversion et non pas une évolution. Je suis assistant comptable, je veux devenir comptable, même si c'est un changement de métier. On est sur une évolution, mais pas une reconversion. On doit passer par une reconversion certifiante, par une formation, certifiante, c'est-à-dire que la formation doit être inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Ça peut être également un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification, également une VAE, validation des acquis de l'expérience, ou bien encore un certificat CLEA. La durée, on est sur jusqu'à 24 mois ou 2400 heures pour se reconvertir. Ça peut être moins, il n'y a pas de difficulté. Ça peut être plus. Si c'est plus, il faudra trouver une solution de financement différente pour le petit restant, pour ce qui dépasse. Je pars en formation. Une fois que je me suis formée, je reviens à mon poste d'origine ou équivalent en attendant de voir si j'ai une évolution en interne qui correspond à cette formation ou si je mets en œuvre mon projet de reconversion en externe. Donc, on l'a dit, on est bien sur une prise en charge des frais pédagogiques, donc ce que nous coûte l'école, maintien de la rémunération qui est versée par Transition Pro, ou alors on est sur une répartition entre Transition Pro et l'entreprise selon la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Là, on vous en parle à la main de l'employeur. On est vraiment sur le départ à la main de l'employeur, puisque l'employeur doit faire un certain nombre de démarches, à savoir déposer un accord GEPP pour enclencher ce dispositif. Et après, vous, bien évidemment, vous devez être volontaire. L'employeur ne peut pas vous forcer à faire un Transco. Après, sachez quand même que c'est un accord GEPP. Pardon, oui, je rentre dans mes sigles. L'accord GEPP, c'est l'accord de gestion des emplois et parcours professionnels. C'est anciennement les accords GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et compétences de l'entreprise. C'est ce qui permet à l'entreprise d'avoir une visibilité sur les mois, les années à venir, sur toutes les compétences et les emplois qu'ils peuvent avoir en interne. D'accord, donc sur ce dispositif-là, si j'ai bien compris, on est plus quand même dans l'idée d'un départ de l'entreprise, alors que sur les deux autres qu'on a vus tout à l'heure, comme le plan de développement et la dotation qui peut être faite dans le cas du CPF, on peut être sur plutôt un projet d'évolution au sein de l'entreprise. Tout à fait. Après, Transco ne veut pas dire que dès que je me suis formée, je m'en vais. Mais en tout cas, on est dans l'esprit, dans l'ADN, on est vraiment plutôt sur cette idée-là, sur l'idée, derrière, une fois qu'on est formé, d'aller dans une entreprise qui a des besoins en recrutement sur le métier pour lequel vous vous êtes formé. D'accord. Et du coup, si moi, je peux mobiliser Transco, est-ce que je peux? Comment je m'y prends? Il faut en discuter avec l'entreprise, donc très certainement les RH. C'est possible qu'ils n'aient pas connaissance du dispositif puisque vous l'aurez compris, il est très récent. Donc, ils vont être accompagnés par ils peuvent être accompagnés par différents partenaires pour qu'on puisse leur expliquer ce qu'il en est. L'entreprise va travailler son accord GEPP, gestion des emplois et parcours professionnels.
mobilisera Transco. Et à ce moment-là, les salariés qui le souhaitent pourront eux également mobiliser Transco. Mais sans l'entreprise, vous ne pourrez pas mobiliser Transco. C'est vraiment ensemble. Très bien. En tout cas, merci pour cette présentation. On va continuer en abordant du coup d'autres leviers qui sont plutôt là d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Donc, on va parler du contrat de pro et du contrat d'apprentissage. Est-ce que, Carole, du coup, on entend beaucoup parler de ces deux contrats et on les associe régulièrement? Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence, du coup, entre ces deux dispositifs? Alors, en fait, ce sont deux contrats qui permettent, ça c'est déjà ce qui les réunit, en fait. Ce sont deux contrats qui permettent de se former de façon en alternance, c'est-à-dire avec une période qui se fait en entreprise et une période qui se fait au sein d'un organisme de formation. La différence, en fait, entre les deux, c'est que le contrat d'apprentissage va relever de ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire la formation un peu classique de démarrage, si je puis dire, alors que le contrat de professionnalisation, il relève de la formation continue, c'est-à-dire la formation que l'on reprend en général en cours d'emploi, hein, si on devait définir les deux. Et du coup, les principales différences, ils vont se trouver surtout sur les types, durée du contrat, l'âge et la rémunération faite du bénéficiaire. Donc, en fait, le contrat d'apprentissage, c'est ce qui permet, c'est ce qui relève de la formation initiale. Et d'ailleurs, quand on regarde les types de formation entre le contrat d'apprentissage et le contrat pro, on s'aperçoit que le contrat d'apprentissage, on peut se former pour obtenir un diplôme professionnel de l'enseignement supérieur et secondaire, alors que ce n'est pas le cas pour le contrat pro qui va plutôt permettre d'obtenir un diplôme qui va être qualifiant ou certifiant dans le sens où il va être enregistré au répertoire national de la certification professionnelle ou encore qu'il va être reconnu dans le cadre d'une convention collective de branche ou encore de ce qu'on appelle un CQP, c'est-à-dire un certificat de qualification professionnelle qui est reconnu par la branche, en fait. Voilà. On voit aussi qu'il y a une différence donc, dans les durées, c'est-à-dire que pour le contrat pro, on va être sur une durée de 6 mois à 36 mois maximum. Ça peut être porté à 4 ans lorsque l'apprenti est en situation de handicap. Alors que dans le cadre du contrat pro, on va être sur une durée de 6 à 12 mois, mais qui peut aussi aller de 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale du statut et de la durée de formation envisagée. Après, il y a une différence aussi dans les publics. Le contrat d'apprentissage, on est sur un public jeune qui va de 16 à 29 ans et qui, depuis assez récemment, en fait, peut aller jusqu'à 29 ans révolus, c'est-à-dire 30 ans moins un jour, et qui permet du coup aussi, sous certaines dérogations, que peut être porté jusqu'à 34 ans quand la personne se retrouve donc travailleur handicapé reconnu ou créateur repreneur d'entreprise dépendant de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre ou encore sportif de haut niveau. Voilà. Donc, les principales différences se trouvent là. Après, il peut y avoir des différences aussi en termes de rémunération. C'est-à-dire que, par exemple, sur le contrat d'apprentissage, on va avoir une rémunération que j'ai oublié sur la rémunération. Alors, sur le contrat, voilà, on est au minimum 25% de la durée de la durée totale du contrat et entre 27 et 100% du SMIC suivant l'âge et le niveau d'études. Alors que sur le contrat pro, on va être entre 55 et 100% du SMIC suivant l'âge et le niveau d'études ou 85% de la rémunération minimale qui peut être prévue par la convention collective. On a du coup vu le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous parler de ProA? Alors oui, en fait, ProA, c'est aussi un dispositif d'alternance quelque part.
Mais la différence, c'est que là, ça peut être mobilisé donc, aussi conjointement avec l'employeur et le salarié, mais on va plutôt dans ce cas-là s'engager sur des projets qui peuvent être des projets d'évolution ou de reconversion professionnelle, mais qui doivent passer en fait par une période d'alternance. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des cours théoriques et aussi des cours pratiques qui vont permettre l'acquisition d'un savoir-faire en lien en fait avec les qualifications recherchées soit par l'entreprise, soit par rapport au métier finalement qu'on vise. Donc, ça s'adresse à des salariés qui sont en CDI ou en contrat unique d'insertion. Ça peut être aussi des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD. Et la PROA, elle est en fait plutôt destinée à des salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau licence. Ça, c'est important. Et en termes de diplôme, on peut donc utiliser la PROA pour obtenir un diplôme ou un titre affine à l'étape professionnelle qui est enregistré au RNCP, donc Répertoire national de la certification professionnelle, ou encore, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les contrats, notamment de professionnalisation, un certificat de qualification professionnelle, un CQP, donc, ou une qualification reconnue. Donc, la PROA peut aller de 6 à 12 mois dans la durée. Et aujourd'hui, on a environ 55 branches en fait, qui sont concernées, c'est-à-dire qui sont en capacité de pouvoir mobiliser ce dispositif. Du coup, avec PROA, Carole, est-ce qu'on l'utilise pour un type de projet en particulier? Reconversion ou évolution. D'accord. Les deux sont possibles, en fait. Ok. Et comment est-ce qu'on peut faire pour le mobiliser si jamais on est intéressé et on fait partie du public visé sur la formation concernée, etc. Alors, en fait, la formation, elle peut se dérouler sur le temps de travail ou hors temps de travail, mais dans tous les cas, si on veut mobiliser ce dispositif, il va falloir se rapprocher de son employeur. Ça, c'est je dirais, l'étape numéro 1. Et il va falloir échanger avec l'employeur sur son projet et du coup sur la perspective de pouvoir mobiliser ce dispositif comme moyen de financement, finalement, de la formation qui peut servir le projet en question. Et ensuite, l'employeur va forcément se rapprocher de l'OPCO, dont tu as parlé tout à l'heure, l'organisme, en fait, je dirais un petit peu dédié pour l'employeur sur ces questions-là, et voir dans quelle mesure, du coup, ça peut être mobilisable. D'accord. Donc tout ce qu'on a vu. Tu parles de l'OPCO et l'entreprise, du coup, on est sur le même principe où finalement, c'est l'entreprise qui fait le lien avec l'OPCO. Moi, en tant que salarié, je ne me dirige pas directement vers l'OPCO. Exactement. Je veux dire, sur ces dispositifs-là, hormis peut-être les contrats d'apprentissage et contrats d'alternance, mais de toute façon, ça va quand même aussi passer par l'employeur à un moment donné. Nous sommes sur des dispositifs qui nécessitent de toute façon un échange avec l'employeur. Et c'est l'employeur derrière qui, le cas échéant, se rapprochera de l'OPCO. Merci, Carole. On va maintenant vous parler des... Attends, Carole, on a une question. Justement, peut-être avant de passer à la main du salarié, on a une question. Quelle est la différence entre le contrat pro et PROA? Donc, peut-être... En fait, le contrat pro, il se fait dans un cadre, comme on l'a vu, qui est bien précis. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain âge, ça a une certaine durée. Et quand on est salarié, ce n'est pas forcément le dispositif qu'on va pouvoir mobiliser le plus facilement parce que pour pouvoir faire un contrat de professionnalisation, il faut à un moment donné s'absenter quelque part pour pouvoir faire ce type de contrat. Alors que quand on est dans le cadre du PROA, on peut être salarié et s'absenter sur son temps de travail ou hors temps de travail pour pouvoir faire la formation à partir du moment où l'employeur est d'accord pour mobiliser ce dispositif en termes de financement. Donc, si je comprends bien, sur PROA, on reste un collaborateur de l'entreprise initiale, alors que sur le contrat pro, on est obligé
de changer de contrat et potentiellement du coup d'entreprise. Oui, à moins qu'après l'entreprise souhaite que la personne passe par un contrat pro pour accéder, pour évoluer. Hein, ça peut arriver, mais c'est rare. En général, l'entreprise va plutôt mobiliser Proa, ou alors, si Proa n'est pas mobilisable parce que ça ne fait pas partie, en tout cas, des branches de l'entreprise qui mobilisent Proa, à ce moment-là, peut-être qu'on peut envisager le contrat de professionnalisation. Ce sont des dispositifs, en fait, qui sont vraiment à utiliser au cas par cas, selon le besoin, selon la situation. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir échanger avec l'employeur sur ces questions-là, au regard du projet que l'on peut avoir, et voire même avant, peut-être, de solliciter le conseil en évolution professionnelle. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir lors dans la poursuite justement de nos échanges. Peut-être aussi dans les différences, là je vois un chiffre qui apparaît en gros sur Proa. On a 55 branches qui sont concernées par Proa, alors que sur les contrats pro et d'apprentissage, il n'y a pas en tout cas tu ne nous as pas évoqué cette distinction sur les branches concernées. Tout à fait. On avait une autre question sur Proa, c'était de savoir si elle était possible pour les agents publics. C'est une bonne question. À ma connaissance, non. Je ne pense pas qu'elle soit pour les agents publics, puisque là, nous sommes quand même plutôt sur des dispositifs qui sont mobilisables pour les salariés de droit privé. Hein. Donc, pour les agents publics, il existe peut-être aujourd'hui la possibilité pour l'employeur de mobiliser un financement, mais ça ne s'appellera pas la Pro 1. En tout cas. Tout à fait. Pardon. Merci. On avait également j'en profite là tant qu'on fait une petite pause question. Surtout avant qu'on bascule sur plutôt les dispositifs à la main des salariés. On avait Charlène qui nous demandait si les entreprises n'étaient pas frileuses à financer des formations pour leurs salariés vers un métier qui ne correspondrait pas forcément à leurs propres besoins. Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'il faut être honnête, hein, l'entreprise, elle va aller financer ce qui lui sert, hein, ce qui lui est utile. Donc, après, il y a des entreprises qui peuvent vous aider aussi à mobiliser certains dispositifs dans le but de quitter l'entreprise parce que voilà, ça existe, mais majoritairement, quand l'entreprise mobilise un dispositif, et alors d'autant plus le plan de développement des compétences qu'on a vu tout à l'heure, on est plutôt très clairement dans un projet qui sert l'intérêt de l'entreprise, mais qui du coup peut servir aussi l'intérêt du salarié. Mais la question est judicieuse. Puis j'imagine que ça dépend également de la politique de l'entreprise. Vous pouvez avoir des entreprises qui ont cette sensibilité et cette... je vais faire le lien avec la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Vous avez des entreprises qui sont à l'écoute en fait de vos projets, que ce soit en lien direct ou indirect avec l'entreprise. J'aurais envie de vous dire que finalement, dès que vous avez un doute, une question, vous pouvez toujours en échanger en interne auprès de votre employeur. Le pire qui puisse arriver, c'est que votre employeur vous dise simplement « je ne suis pas concerné par ce projet » et à ce moment-là, on va vous présenter tout de suite maintenant les dispositifs qui sont à la main du salarié où là, pour le coup, vous allez pouvoir faire des démarches et mobiliser des dispositifs de manière individuelle, même si très, très souvent, on vous conseille quand même d'en parler auprès de votre entreprise, puisqu'il faut savoir que les entreprises, les dispositifs qu'elles peuvent avoir sont souvent également très intéressants pour vous. Merci pour la transition, Annabelle. Du coup, peut-être avant de basculer sur les financements à proprement parler, est-ce que Carole, tu pourrais nous faire une petite piqûre de rappel sur les actions de formation? Qu'est-ce qu'on appelle une action de formation finalement? Oui, parce que en fait, la formation, on la connaît au sens classique du terme. Hein. Aujourd'hui,
fait appel à un organisme la plupart du temps pour se former. Parfois, ça peut se faire en distanciel, ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire de façon continue ou de façon discontinue. Donc, ce schéma-là de formation et d'action de formation, c'est celui qui est souvent le plus connu et le plus utilisé. Il y en a d'autres aussi, hein, tu l'as cité tout à l'heure, comme la FEST, la formation par exemple en situation de travail, qui est un moyen aussi de développer ses compétences sans forcément passer par la case formation classique. Mais il faut savoir aussi que quand on parle d'action de formation, on peut aussi parler de ce qu'on appelle le bilan de compétences, qui est en fait aujourd'hui un moyen, alors non pas de se former en tant que tel, mais de faire le point sur son parcours, à la fois personnel et à la fois professionnel, pour justement non seulement déterminer, élaborer un projet, mais voir aussi par rapport à ce projet et par rapport aux compétences qu'on peut posséder, quelles sont les compétences aujourd'hui qui manqueraient, déjà celles éventuellement que je possède aussi, celles qui peuvent être transférables et celles qui manqueraient, et du coup, si j'ai besoin de passer par un projet de formation, et lequel. Donc ça peut être intéressant en tout cas, de se lancer dans un bilan quand on n'est pas sûr aujourd'hui de ce qu'on envisage de faire ou qu'on hésite parce qu'on a plusieurs pistes ou parce qu'on n'a aucune idée ou justement peut-être une idée, mais que ça reste une idée et qu'on veut la faire évoluer au stade de projet. Donc, on veut élaborer aussi un plan d'action avec des démarches. Donc, ça peut être intéressant quand justement on se questionne et on a besoin et on souhaite s'accorder un temps, un rendez-vous avec soi-même qui permet justement d'aller plus loin et de réfléchir à ce qu'on va envisager de faire et comment on va envisager de le faire. On peut aussi avoir besoin de certifier des compétences dans des domaines, ce qu'on appelle les compétences dans les domaines de connaissances de base, et c'est ce qu'on appelle CLEA, et qui permet d'obtenir donc une certification. Et les 7 domaines de compétences aujourd'hui dans lesquels on peut se former sont la communication en français, l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, l'utilisation de tout ce qui est technique usuelle de l'information et communication numérique, l'aptitude à travailler dans des cadres de règles définies d'un travail en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie et la maîtrise des gestes et postures, ainsi que le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Voilà. Donc, on peut à un moment donné, avant ou indépendamment d'une formation, je dirais, plus importante, avoir besoin de certifier aujourd'hui ces compétences dans ces 7 domaines ou 1 ou 2 ou 3 domaines. Et CLEA donc permet ça. Et puis, autre action de formation intéressante, c'est ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience, qui peut permettre à un moment donné, en fait, de venir certifier une expérience acquise. Par exemple, je suis comptable dans une entreprise depuis 3 ans. Je n'ai pas de diplôme en comptabilité. J'aimerais bien, pourquoi pas, évoluer dans le domaine de la comptabilité et pourquoi pas faire une formation dans ce domaine-là. Mais pour pouvoir faire cette formation, par exemple, j'aimerais bien faire un diplôme de niveau Bac+2. Mais pour pouvoir faire ce diplôme, j'ai besoin d'avoir un bac. Et du coup, je peux faire une validation des acquis d'expérience qui me permet d'obtenir en fait un bac et qui me permettra par la suite de pouvoir prétendre à un niveau de formation supérieure ou tout simplement obtenir le diplôme dont j'ai besoin pour certifier mes compétences. Donc, il faut avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle en rapport avec le diplôme en fait que l'on vise. Et ça peut permettre non seulement de faire reconnaître ses compétences, mais ça peut permettre aussi d'aller plus vite si j'ai besoin de me former, parce que du coup, je peux aussi obtenir la totalité en fait des unités d'enseignement, des connaissances dont j'ai besoin pour acquérir le diplôme que je vise, mais je peux aussi certifier une partie des connaissances que je vise et du coup me former pour obtenir les connaissances qui me manquent. Donc parfois la validation des acquis, ça peut être un tremplin ou un accélérateur pour pouvoir justement évoluer ou tout simplement se former aussi. Et pour pouvoir financer ces actions de formation, en fait, le plan de développement des compétences dont on a parlé tout à l'heure et le CPF, et notamment par le biais des abondements et des dotations dont on a parlé, peut être un moyen pour justement financer ces actions de formation.
Vous avez aussi une autre solution qui est le FNE Formation dont on n'a pas parlé aujourd'hui, volontairement, parce que c'est quelque chose voilà, qui existe encore, mais qui est peut-être moins dans l'air du temps qu'il y a ne serait-ce qu'un an ou deux. Et puis, vous avez toujours la solution du financement personnel qui peut être mobilisable aussi sur ces actions de formation. Alors, on a parlé beaucoup du compte personnel de formation, enfin beaucoup, souvent plutôt, on va dire du compte personnel de formation. On vous propose de zoomer un petit peu plus sur ce dispositif. Annabelle, tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, avec grand plaisir. Du coup, on vous le disait qu'on reviendrait dessus, donc c'est le moment. L'idée du CPF, donc compte personnel de formation, c'est que vous avez une alimentation automatique de 500 € par an, avec un plafond jusqu'à 5 000 €. On a, pour toutes les personnes qui travaillent au moins un mi-temps, si vous travaillez moins qu'un mi-temps, à ce moment-là, c'est un prorata qui est fait et vous avez toujours l'alimentation qui est automatique. On a deux particularités. C'est pour les bénéficiaires de l'obligation des travailleurs handicapés. Donc, c'est toute personne qui aurait une RQTH, reconnaissance qualité de travailleur handicapé, une rente, une invalidité, etc., etc. Et également, toutes les personnes qui sont infra-bac, qui ont la possibilité d'avoir une majoration de 300 € par an. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 500 € par an, ces personnes vont toucher 800 € par an et à ce moment-là, le plafond sera à 8 000 € et non plus à 5 000 €. Ça, c'est ce qui est pour l'alimentation du CPF. Pour les travailleurs non salariés, vous avez également une alimentation à hauteur de 500 € par an pour une activité entière, sous réserve d'être à jour sur le versement de votre contribution à la formation, donc sur le CPF. Et là, vu qu'on est à 500 € par an, on est sur un plafond de 5 000 € également. On vous a mis également, donc j'imagine que ça va en intéresser certains, puisqu'on a eu des questions sur les agents publics. Pour effectivement les agents publics, donc que vous soyez avec un statut fonctionnaire ou en tant que contractuel, c'est 25 ans par an pour quelqu'un qui sera à temps plein ou à temps partiel sur une année entière et 50 € par an pour les agents de catégorie C, à temps plein ou à temps partiel également. Et à ce moment-là, le plafond est à hauteur de 150 heures ou 400 heures pour la fonction publique. On en a parlé et on a parlé des dotations volontaires. Vous avez également ce qu'on appelle un abondement. Donc un abondement de co-construction, ça peut être avec un OPCO, ça peut être avec Pôle emploi, ça peut être avec la région. Je sais qu'il y a certaines régions qui font des abondements, mais vous avez également des abondements liés à des dispositifs. Il faut savoir qu'il existe, comme il existe le compte personnel de formation, il existe le compte professionnel de prévention de pénibilité. Donc, en fonction de certains critères type travailler dans le bruit, travailler de nuit, enfin tout ce qui est les 3-8, etc., vous permettent de cumuler des points que vous pouvez convertir en euros qui viendront alimenter votre CPF. Sur le même principe, volontairement, je vais plutôt d'abord sur le compte d'engagement citoyen. C'est lorsque vous êtes maître de stage, par exemple, ou tuteur, ou si vous êtes très engagé dans des associations, c'est le même principe. Ça vous permet de cumuler des points à l'année que vous pouvez convertir en euros qui viennent alimenter votre CPF. Et enfin, vous avez également tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle. Lorsque vous souhaitez mobiliser votre CPF pour vous reconvertir, dans le cas où c'est une reconversion, ce qu'on appelle subie, c'est-à-dire que vous devez vous reconvertir à cause d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, vous avez la possibilité d'avoir un forfait qui vient s'ajouter à votre CPF. Et on est bien évidemment d'accord que sur la mobilisation de ces 3 dispositifs, le plafond n'est pas pris en compte puisque du coup les forfaits et la transformation des points en euros viennent exploser
j'espère pour vous, viennent exploser le forfait de votre CPF. Du coup, maintenant qu'on a fait le point sur l'alimentation du CPF, je vois qu'il y a pas mal de questions, on y répondra juste après, mais juste vous dire que vous avez un certain nombre de formations et dispositifs qui sont disponibles par le biais du CPF, que ce soit donc les formations certifiantes et qualifiantes qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles et répertoire spécifique, tout ce qui est bloc de compétences, tout ce qui est formation d'accompagnement à la création reprise d'entreprise, les formations liées aux missions de bénévolat, tout ce qui est bilan de compétences, CLEA et VAE dont on a parlé tout à l'heure, mais également les permis B ou les permis poids lourds, ce qui peut être également intéressant. Donc voilà ce qu'il en est sur le CPF. Je reste relativement succinct. J'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de questions. On peut peut-être les traiter, Annabelle, tant qu'à faire, puisqu'il y a une première question qui demande pourquoi il y a une différence entre public et privé, notamment d'un côté on parle d'euros, de l'autre on parle d'heures. C'est un fonctionnement qui est interne. Il faut savoir qu'au départ, les salariés du privé étaient également en euros, donc sous les heures DIF. Pour ceux qui auraient cette référence en tête, les heures DIF ont été converties au 30-31 juin 2020 ou 2021. Ma mémoire me fait défaut. Ont été convertis en euros et ça n'a pas été fait pour pour les agents publics. Je ne saurais pas vous donner la raison qu'il y a derrière. En tout cas, sachez que ça fonctionne comme ça aujourd'hui et que ce n'est pas un frein de toute façon pour les agents publics de mobiliser leur CPF, même si le CPF est en euros. Tout à fait. Et il y avait une question concernant aussi les CDD en tant que contractuel de la fonction publique. La personne demandait comment ça pouvait se passer pour la mobilisation du CPF. Oui, et je vais faire le lien. Ma réponse va, j'imagine, éclairer la suivante qui était: pouvez-vous nous donner des exemples de travailleurs non salariés? L'idée, c'est que votre CPF, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Que vous soyez en poste ou pas, dans le privé ou dans le public, en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur ou tout autre statut juridique, vous le mobilisez. Comme son nom l'indique, il est personnel. Il est rattaché à vous, donc vous l'utilisez quand vous le souhaitez. Donc le fait que vous soyez en CDD en tant que contractuel ne changera pas l'utilisation de votre CPF. Je suis désolée, je sens la quinte de tout arriver. Sur les exemples de travailleurs non salariés, comme je le disais, vu que la mobilisation du CPF n'est pas reliée directement à votre statut, c'est son alimentation en fait qui est reliée à votre statut. Vous pouvez, en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que commerçant, artisan, mobiliser votre CPF. Vous êtes auto-entrepreneur, vous avez des lacunes, on a beaucoup cité la comptabilité, je vais rester dans la lignée. Vous pouvez pardon. Vous pouvez choisir une remise à niveau sur l'utilisation d'un outil comptable ou assez basiquement une remise à niveau sur l'outil informatique, sur les suites bureautiques, sur un logiciel spécifique ou vous faire accompagner sur la comptabilité ou par exemple sur la gestion de vos réseaux sociaux parce que vous voulez développer votre activité, voilà, vous voulez surfer sur l'ère digitale et développer votre activité, développer votre visibilité, vous pouvez utiliser votre CPF pour monter en compétence sur ces sujets-là. Et lorsque vous terminez votre CDD, je refais le lien avec la question de tout à l'heure, vu que ce n'est pas en lien avec votre statut, que vous soyez en poste ou pas en poste, que vous soyez en CDD, CDI ou chez Pôle emploi, ou peu importe votre statut. Ce qui n'est pas le cas du dispositif dont on va parler là, qui est le projet de transition professionnelle. Quand je dis que ce n'est pas le cas, je prends le relais, Nabel, comme ça, du coup, tu peux Merci, voir oui. tranquillement.
Voilà, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où, en fait, ce n'est pas un budget qui appartient en fait à la personne, mais c'est un dispositif qui peut être mobilisé quand justement on souhaite faire une formation et qu'on a besoin pour cette formation de bénéficier d'un financement. Et la principale différence aussi qu'il peut y avoir avec le compte personnel de formation, c'est que ce dispositif-là, donc, que vous avez à l'écran, le projet de transition professionnelle, permet non seulement d'avoir une prise en charge des frais pédagogiques, donc de ce que coûte la formation, mais aussi de la rémunération, ce qui n'est pas le cas du CPF, comme vient de l'évoquer Annabelle. Sur le CPF, vous pouvez avoir une prise en charge du coût pédagogique. Par contre, sur le PTP, vous pouvez avoir une prise en charge du coût pédagogique et de la rémunération. Pour ça, par contre, il faut impérativement que vous vous engagez sur un projet de reconversion. Donc, on se rappelle bien qu'on est dans le cadre d'un dispositif qui est à l'initiative du salarié. Là, pour le coup, qui s'adresse uniquement à des salariés et uniquement à des salariés de droit privé. Et du coup, en tant que salarié, je peux à un moment donné, si je souhaite me reconvertir pour me former, solliciter donc le projet de transition professionnelle pour pouvoir financer la formation que j'envisage de faire. Donc, je peux être soit en CDI, soit en CDD, soit je peux être intermittent ou intérimaire. Mais dans tous les cas, il faut que je change de métier ou de profession. Et l'autre point aussi essentiel, l'autre critère, c'est qu'il faut que je m'engage dans une formation certifiante, c'est-à-dire qui délivre un diplôme qui va être reconnu par le répertoire national de la certification professionnelle, donc le RNCP. La formation peut être financée donc, sur le temps de travail ou hors temps de travail. Non, pardon, je reprends. La formation peut se faire sur le temps de travail ou hors temps de travail, mais ne sera financée en tout cas que sur la rémunération uniquement si elle se fait sur le temps de travail. Et dans ces cas-là, ça doit nécessiter bien évidemment aussi une autorisation d'absence de la part de l'employeur, parce que pour faire cette formation et pour qu'elle puisse être financée sur le temps de travail, il faut que l'employeur vous autorise l'absence et non pas le financement. Le financement vous sera autorisé par un organisme qu'on appelle Transition Pro, qui était les ex-FONGECIF à l'époque, et qui va étudier le financement dans le cadre de la commission paritaire qui va justement accepter ou pas ce financement. Donc, le rôle de l'employeur dans le cadre de ce projet, c'est de vous autoriser une absence si vous voulez vous former sur votre temps de travail. Et Transition Pro, eux, étudieront l'acceptation ou pas de la demande de financement. Donc, pour pouvoir en fait réaliser cette demande, vous devez monter en fait un dossier de demande de financement. Et ce dossier de demande de financement, vous allez devoir le constituer auprès de Transition Pro qui étudiera en commission la demande de financement. Dans le cas où vous êtes sur une formation hors temps de travail, il va y avoir un dossier à monter quand même, puisque du coup, vous allez pouvoir quand même demander la prise en charge des frais pédagogiques. Par contre, la prise en charge du salaire, en général, ne pourra pas se faire, sauf si la formation se déroule sur le temps, sur votre temps de travail, mais qu'elle se fait en distanciel. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra vous expliquer un peu plus en détail. Mais voilà, gardez à l'esprit que pour mobiliser le PTP, il faut être en activité, il faut s'engager dans un changement de métier ou de profession et il faut que la formation que vous visiez soit certifiante. Alors, on a une question sur le maintien de la rémunération. Est-ce qu'il y a un plafond sur ce maintien de la rémunération? Alors, oui, en général, il peut y avoir un plafond. Ça dépend en fait du montant. Et toutes ces choses-là, si vous voulez avoir des précisions complémentaires, on vous invite notamment à venir nous rencontrer et notamment à venir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui pourra justement vous en dire plus sur le montant en fait de rémunération. Merci Carole. On aborde un dernier dispositif à la main du salarié, donc qui s'adresse encore dans ce cadre-là à des personnes qui sont en activité. Du coup, Annabelle, est-ce que c'est un autre dispositif de financement? Non,
tu l'as dit en introduction qu'on élargissait au dispositif de financement et d'accès à la formation. Là, typiquement, on est sur un dispositif d'accès à la formation, puisque l'essence de ce dispositif, c'est, en un mot, de pouvoir démissionner pour vous lancer dans un projet professionnel, un nouveau projet professionnel. Donc, soit par le biais d'une formation pour vous reconvertir, soit par le biais d'une création ou reprise d'entreprise, vous démissionnez. Et sous certaines conditions, vous pouvez percevoir l'allocation chômage pendant que vous mettez en œuvre ce projet. Donc, vous avez un certain nombre de critères d'éligibilité, à savoir, il vous faut obligatoirement 5 années d'activité continue. Il faut que vous soyez en CDI à temps complet ou à temps partiel et que votre employeur soit un employeur privé. Au moment où vous allez mobiliser ce dispositif, il ne faut pas avoir démarré la formation ou avoir déjà créé ou repris l'entreprise. Et vous allez être obligé de vous faire accompagner par un conseiller CEP qui va vous accompagner, donc c'est ce qu'il y a dans les petits encarts, à vérifier que ce dispositif soit bien le plus adapté à votre situation, puisque là, vous changez de statut. Pour le coup, tous les dispositifs dont on a parlé tout à l'heure, vous gardiez votre statut salarié. Là, vous passez d'un statut salarié à un statut demandeur d'emploi, ce qui n'est pas négligeable dans une vie professionnelle. Donc, il va vérifier avec vous le choix du dispositif, vérifier avec vous la pertinence de votre parcours de formation et du coup de sa cohérence avec votre projet. Il va travailler pour le coup le financement, puisqu'on le disait, ce n'est pas un dispositif de financement, donc il va quand même falloir l'anticiper et trouver des moyens de financement dans le cas où vous partiriez sur une formation reconversion. Travailler également l'après-formation et les perspectives d'emploi. Donc, comme sur le projet de transition professionnelle, le PTP, vous passez en commission de transition pro qui se prononce uniquement sur le caractère réel et sérieux du projet. Et en cas d'accord, à ce moment-là, vous pouvez démissionner, vous faites votre préavis, vous vous inscrivez à Pôle emploi et vous mettez en œuvre votre projet. Voilà en quelques mots le dispositif démissionnaire. Je pense que Carole a un souci de connexion. Donc, je vais juste vérifier que vous n'ayez pas de questions sur le dispositif démissionnaire. Je n'ai pas l'impression que vous ayez des questions sur le dispositif démissionnaire. Donc là, on a fait le tour des dispositifs à la main de l'employeur, des dispositifs d'un commun accord et des dispositifs à la main du salarié. Il nous reste à vous présenter le conseil en évolution professionnelle qui est également un dispositif à la main du salarié. Il faut savoir que là, on a filtré, on ne vous a pas présenté l'ensemble, la liste exhaustive de tous les dispositifs qui existent, mais en tout cas, ça vous laisse un ordre d'idée. Donc, en attendant que Carole revienne, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi ? C'est un processus d'appui à tout actif, mais là, en l'occurrence, on va zoomer sur les salariés et les indépendants pour faire le point sur votre situation professionnelle et au besoin, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. On est sur un service public, donc un service qui est gratuit, qui est personnalisé. Donc, on va vraiment venir s'adapter à vous, à vos besoins, à votre projet, à vos attentes. C'est vraiment en fonction de vous. On est sur un service qui est neutre, qui est confidentiel, ça c'est important. Ce qui se dit entre vous et votre conseiller reste entre vous et votre conseiller. Vous allez avoir des comptes rendus ou des documents qui vous seront transmis. Charge à vous de les partager avec qui vous le souhaitez, mais sachez que nous, de notre côté, on est vraiment une boîte noire. Et on est également de proximité, donc vous aurez le loisir de le voir sur nos sites internet ou en appelant nos numéros, mais on est présent vraiment au plus proche des territoires. En tout cas, on essaye d'être au plus proche des territoires. Et avant d'aller plus loin, je vois qu'on a quand même une petite question sur le démissionnaire, le taux de validation des dossiers par la commission paritaire. Et pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous donner la réponse puisqu'elles sont différentes en fonction des régions. Chaque région va avoir des chiffres différents puisque des fonctionnements avec des petites nuances. Donc là, je ne pourrai pas vous répondre ne sachant pas auprès de quelle transition pro et de quelle commission vous dépendez. En tout cas, si je reviens sur le CEP,
Il existe 5 grands opérateurs CEP. Volontairement, je commence à l'opposé. Vous avez Cap Emploi qui accompagne toutes les personnes dont la santé ou la situation de handicap est un frein à l'évolution professionnelle. Vous avez les missions locales qui accompagnent les jeunes de moins de 26 ans. Vous avez, sans surprise, les demandeurs d'emploi qui sont accompagnés par Pôle emploi. Et vous avez les cadres qui sont accompagnés par l'APEC. Et vulgairement, tous les autres salariés du secteur privé et indépendant sont accompagnés par le réseau EVA sur 7 régions, donc Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Guadeloupe. Pour les autres, vous avez d'autres opérateurs et de toute façon, les contacts qu'on va vous donner vous permettront de savoir, de trouver assez facilement l'opérateur. En tout cas, pour les salariés du secteur privé, peu importe votre statut, CDI, CDD, intérimaire, intermittent, apprenti, etc., à mi-temps ou à temps complet. Les indépendants, même principe, peu importe votre statut, auto-entrepreneur, artisan, commerçant, etc. Et peu importe votre âge, votre secteur d'activité, votre statut, votre qualification, votre entreprise, on n'a aucun regard dessus pour vous accompagner. Vous avez encore d'autres opérateurs CEP pour la fonction publique et à ce moment-là, je vous conseille de vous rapprocher vers votre service RH qui saura vous réorienter aux besoins. Je t'en prie, Carole, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, continue. C'était juste pour dire, je suis désolée, je suis revenue. Pardon. Mais tu tombes à pic parce que tu tombes au moment d'une transition d'une slide. Donc, on a vu pour qui et par qui. Maintenant, l'idée, c'est de savoir dans quel objectif on va mobiliser un CEP. Carole, si tu veux prendre la main. Oui, en fait, vous avez, dans tout ce qu'on a vu là sur les dispositifs, vous avez déjà un motif qui en fait justifie de venir nous voir. On parlait tout à l'heure de l'ensemble de ces dispositifs. Faut-il encore savoir quel est celui qui peut être le plus adapté au regard de votre situation, de votre projet? Une fois qu'on a déterminé ça, comment aujourd'hui vous allez peut-être pouvoir engager l'échange, la négociation avec l'employeur. Si c'est pas avec l'employeur, il va falloir monter une demande aussi de financement. On l'a vu avec Transition Pro. Donc, ça veut dire aussi argumenter son projet pour pouvoir être le plus en phase avec les critères en fait, sur lesquels la commission se base. Donc, pour tout ça, déjà, tout ce travail-là, le fait de solliciter un conseiller en évolution professionnelle va vous permettre justement de pouvoir être accompagné, guidé et soutenu en fait, dans l'ensemble de ces démarches. Donc, ça, c'est une première piste. Après, vous pouvez avoir tout simplement besoin de faire le point parce que vous sentez bien qu'il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre situation, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas forcément quelles sont les démarches à mener. Vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir accès à toutes les informations actualisées, et notamment dont vous pourriez avoir besoin. Et ça peut être une des raisons aussi qui fait que vous venez voir un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à vous retrouver dans l'ensemble des jargons, des sigles et des informations dont vous avez besoin pour pouvoir aller plus loin ou tout simplement vous dire que vous n'avez pas besoin forcément d'aller plus loin. Après, ça peut être aussi parce que vous avez un projet de créa ou de reprise d'entreprise et que vous savez que pour cheminer dans ce projet, il y a un certain nombre d'étapes, d'études à réaliser et vous avez besoin d'être accompagné dans le cadre de ces démarches ou de ces études, ou encore parce que vous envisagez tout simplement de chercher un nouvel emploi sans forcément passer par une formation, sans forcément passer par une validation des acquis, mais juste parce que vous avez besoin d'être aidé dans le fait de refaire votre CV, votre lettre de motivation, de mieux être positionné sur les réseaux sociaux, mieux communiquer sur ce que vous envisagez de faire. Et ça peut faire partie aussi des raisons qui font que vous allez solliciter un conseiller. Et enfin, ça peut être aussi parce que vous avez un entretien professionnel à préparer et que vous avez besoin de pouvoir, avec l'aide de quelqu'un qui est neutre, qui est objectif, vous allez avoir besoin d'être aidé pour préparer cet entretien, pour bien structurer la façon dont vous allez présenter les choses à votre employeur, dont vous allez présenter votre projet. Donc voilà, je vous donne des exemples en fait aujourd'hui de besoins ou de motifs de sollicitation qui peuvent vous amener à vous dire
ou à avoir le réflexe, tiens, je vais solliciter le conseil en évolution professionnelle. Après, concrètement, ça se passe comment? En fait, j'ai envie de vous dire que tout dépend encore une fois, du besoin que vous pouvez avoir. Vous pouvez solliciter un conseiller pour un entretien, ce qu'on appelle one shot, c'est-à-dire que vous avez une question, vous avez besoin d'une réponse, vous avez besoin d'un conseil ponctuel et vous n'avez pas forcément besoin de vous engager dans un accompagnement plus. Et en fait, ce temps va vous permettre d'avoir la réponse à votre question ou d'être aiguillé sur l'interlocuteur ou en tout cas le relais qui va pouvoir vous apporter l'information dont vous avez besoin, ou encore vous allez bénéficier de ce conseil ponctuel. Et à contrario, vous allez peut-être besoin de vous engager dans un accompagnement qui est plus poussé, qui peut durer 12 mois, qui peut durer 18 mois, qui peut nécessiter 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous avec un conseiller. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir bénéficier de cet accompagnement plus, ou décider à un moment donné de stopper là et de revenir peut-être plus tard, parce que l'intérêt aussi de l'accompagnement qui est proposé, c'est qu'il est itératif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des allers-retours dans le cadre de cet accompagnement-là. En tout cas, il est confidentiel, sachez-le, il est neutre, il est objectif et il est à la carte et il est multimodal et il est co-construit. Multimodal dans le sens où vous pouvez rencontrer un conseiller à distance ou le rencontrer physiquement. Vous avez un certain nombre d'outils qui peuvent être mobilisés, qui peuvent vous permettre de travailler à distance ou de travailler en direct avec le conseiller. Et il est co-construit dans la mesure où il n'y a pas de parcours type. On a une durée, on a des rendez-vous, bien évidemment, il y a un cadre, mais dans ce cadre, on va co-construire avec vous et on va personnaliser le service et le contenu du service en fonction des besoins qu'on peut vous proposer. Enfin, que vous pouvez avoir, pardon. Donc, pour terminer, parce que je vois qu'il est déjà 12h31, comment nous contacter? Vous avez un numéro de téléphone unique, non surtaxé, que vous pouvez contacter du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à midi. Vous avez aussi la possibilité de nous contacter via notre site internet www.mon-service-cep.fr. Sachez que nous avons la possibilité de vous accueillir le matin, tôt, à partir de 8h ou tard jusqu'à 20h et le samedi matin à distance ou en physique pour que vous puissiez quelque part avoir rendez-vous avec un conseiller hors de votre temps de travail aussi, notamment pour les personnes aujourd'hui qui sont en activité. Voilà, donc gardez bien ce numéro en tête et ce site. On vous répète que vous avez la possibilité de revoir donc ce replay qui vous a été rappelé dans le chat. Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre disponibilité. Et je pense que nous avons fait le tour des questions. Parce que je crois t'avoir entendu, parce qu'alors moi, vous ne m'entendiez pas, mais moi, je vous entends vous. Et du coup, je crois que tu as répondu à la question sur les démissionnaires, Annabelle. Tout à fait. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Il nous reste une dernière petite question, on va vous laisser dessus. Est-ce que l'accompagnement plus du conseiller, non, savoir de l'accompagnement plus du conseiller, de combien de rendez-vous maximum en moyenne? La personne a bien noté que cela pouvait durer plusieurs mois si besoin. Combien de rendez-vous en moyenne? On peut dire entre, je ne sais pas, ça peut aller entre 4 et 6 rendez-vous en moyenne. Mais vraiment, tout dépend de votre besoin. Voilà. Ça peut durer 2 rendez-vous parce qu'on ne va pas vous garder non plus si on n'a plus besoin de vous voir ou si vous n'avez plus besoin de nous. Et encore une fois, on peut aussi clôturer à un moment donné parce que vous êtes arrivé au bout de l'objectif qui était fixé dans le cadre de l'accompagnement. Et puis, vous revenez nous voir parce que vous avez une nouvelle demande et on réouvre un accompagnement avec un nouvel objectif. Hein. Voilà, donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Merci encore. Merci Annabelle. Excusez-moi pour ce départ impromptu. Et merci d'avoir pris le relais Annabelle et bonne continuation à tous et à très vite. À très vite dans nos bureaux. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.